Et alors, merci à tous. Là. Alors, on a 10 minutes, un peu plus de 10 minutes pour des questions, des commentaires. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro, mais peut-être. Il y en a. Oui, là. Donc, quelqu'un a-t-il un commentaire ou des questions? Où ça? Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Merci, madame. Je suis professeure Anne Dorandeux au CHU de Montpellier-Nîmes. Et donc, je suis particulièrement impliquée dans la prise en charge de la maltraitance pédiatrique. Et j'ai bien écouté attentivement ce qu'a dit monsieur le procureur et madame maître Bernassière, qui a dit le signalement est important, j'en suis totalement convaincue. Ne pas signaler, elle nous a dit tout à l'heure, ça peut impliquer un retentissement sur l'enfant, on a bien compris, mais peut-être sur la personne qui ne signale pas. J'aurais voulu lui poser qu'elle peut-être apporte un éclairage, car moi-même j'ai été impliquée dans une affaire où j'ai signalé et les parents ont porté plainte pour dénonciation calomnieuse, et je n'étais pas la seule, et c'est vrai que c'est un peu violent, et j'aurais voulu savoir ce qu'elle ne pouvait apporter comme éclairage supplémentaire. Alors juste, j'invite tous les membres, tous ceux qui ont parlé ce matin à venir sur scène. Donc Caroline, tout le monde venez tous ceux qui ont parlé, venez. Je vais me rapprocher. Non, c'est bon. On va voir. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Alors, qui répond? Par rapport à l'absence de signalement, oui, il y a des risques d'ordre pénal puisqu'on se trouve face à un délit ou un crime. Donc, c'est la non-dénonciation de ce délit ou de ce crime qui peut conduire à des sanctions pénales. Alors, en pratique, c'est quand même assez rare, hein, mais c'est vrai que c'est envisageable et déontologiquement, c'est le code de déontologie médicale qui prévoit, en fait, je crois que c'est l'article 44, qui prévoit justement des sanctions également pour le médecin, puisqu'il se trouve face à un enfant qui est en danger. Voilà. En fait... Mais alors, donc, vous pouvez peut-être repréciser votre question? Oui, c'était en fait, c'est une personne, enfin, c'est un professionnel qui a signalé et après. Écoutez, moi je ne peux vous parler que de l'expérience professionnelle. Je suis resté 7 ans au parquet des mineurs de Paris, je l'ai dirigé pendant 5 ans. Il y a eu un médecin, alors simplement un étiage. Au parquet des mineurs de Paris, nous avons 20 000 affaires par an. Sur ces 20 000 affaires par an, j'y suis resté 7 ans, nous avons diligenté des poursuites à l'égard d'un médecin à une reprise. Donc vous multipliez 20 000 par 7, ça fait 140 000 affaires en 7 ans. Il y a eu une affaire pour laquelle nous avons diligenté des poursuites à l'égard d'un médecin. Pourquoi? Parce que ce médecin, et on revient à ce qui vous a été exposé dans le cadre de ce PowerPoint, pourquoi? Parce que ce médecin avait établi un faux. C'est-à-dire que ce médecin, et c'était non pas dans le syndrome du bébé secoué, c'était dans le cas d'un viol d'une petite fille, et ce médecin avait établi que le nourrisson, parce que c'était vraiment une petite fille, elle avait moins d'1 an je crois, avait été violée par son père, alors qu'il a été prouvé que ce n'était pas vrai. Et donc quand nous avons eu la preuve que ce médecin avait menti, avait établi un acte médical faux, enfin une attestation fausse, nous l'avons poursuivi. C'est le seul acte sur 140 000 dossiers où je peux vous citer une poursuite, ce qui rend le pourcentage extrêmement faible.
Alors, si je peux ajouter sur cette question, donc comme je l'ai précisé tout à l'heure et comme ça avait déjà été dit, la loi du 5 novembre 2015 est intervenue entre-temps, est venue encore renforcer cette immunité du médecin. Donc il y a vraiment, on appelle ça une quasi-immunité parce qu'il faut vraiment prouver une mauvaise foi, une intention de nuire, ce qui est vraiment extrêmement rare et compliqué. Donc évidemment, un médecin de bonne foi ne pourra pas encourir de sanctions. Et puis j'ai rappelé aussi tout à l'heure les modalités du signalement. Alors je vous ai dit qu'il n'y avait pas de texte qui prévoyait le contenu du signalement, mais je vous ai exposé quelques règles à suivre dans sa rédaction qui permettra au médecin justement de se détacher totalement de toute appréciation subjective qui pourrait l'exposer à une critique. Voilà. Sachant que même s'il se trompe et qu'il devient subjectif, il faudrait encore prouver que ça a été fait de mauvaise foi dans le but de faire une dénonciation calomnieuse. Donc il a une quasi-immunité et il n'a pas à avoir peur en signalant. C'est plutôt le non-signalement qui doit lui faire peur, lui faire craindre pour la sécurité de l'enfant. Autre question? Oui, vous vous présentez? Barbara Tisseron, je suis pédiatre à l'hôpital d'Orléans. Je voudrais juste rebondir sur ce que dit Madame. Moi, j'ai eu une plainte aussi au Conseil de l'Ordre après avoir fait... alors, je crois que c'était une information préoccupante. C'était pas un signalement d'une maman. En fait, j'ai pas été tellement inquiétée. On m'a demandé, le Conseil de l'Ordre m'a demandé de répondre au courrier que la maman avait fait au Conseil de l'Ordre. Et de m'expliquer de cette plainte au Conseil de l'Ordre. Et la plainte de la maman n'avait aucun sens par rapport à l'information préoccupante que j'avais faite, qui était faite dans les règles de l'information préoccupante. Et j'ai été nullement inquiétée. Donc je pense que quand tout est fait dans les règles de l'art de l'information préoccupante et du signalement, je pense qu'on n'a pas à s'inquiéter. Et ça a été réglé aussitôt. Et même quand ce n'est pas fait dans les règles de bonne foi, le médecin n'a pas non plus à s'inquiéter. Il faudrait vraiment prouver, en plus du fait qu'il ait rédigé le signalement, donc en ne suivant pas les règles qu'on a données, il faudrait aussi prouver que ça a été fait vraiment avec une intention de nuire à certaines personnes. Donc, Et quelque chose qui n'a pas été dit encore jusqu'à présent, c'est que faire un signalement, c'est difficile. Hein, c'est pas facile, c'est vraiment quelque chose qui est difficile, mais qu'il faut faire, mais c'est difficile. Ça, il faut vraiment avoir ça en tête. Je rappelle également, on vous a présenté tout à l'heure l'article 44 du Code de déontologie médicale. En réalité, le Code de déontologie médicale, et cet article 44 plus particulièrement, oblige le médecin à signaler pour les violences qui sont occasionnées sur les mineurs de 15 ans, ce qui signifie les mineurs qui ont moins de 15 ans. Et cet article indique simplement qu'il a cette obligation de signaler, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. C'est un élément de phrase extrêmement important parce que pour poursuivre un médecin, il faudrait, que ce soit de façon pénale ou ordinale, il faudrait effectivement que l'élément qui a empêché le médecin, alors qu'il en a l'obligation dans le code de la déontologie médicale, qui a empêché le médecin de signaler, est un élément qui est contestable. Alors que la formulation, c'est vraiment sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. C'est vous dire si c'est aussi, dans la formulation de l'article, relativement délicat. Oui, bonjour, Coraline Dumenier, l'avocate au barreau de Paris. Peut-être qu'on pourrait aussi ajouter les dispositions que ma consoeur mentionnait, c'est l'article 226-14 du Code pénal, que je vous invite tous à lire si vous ne l'avez pas encore lu. Alinéa 2, c'est indiqué... Médecin et tout professionnel de santé, une obligation de signalement pour les violences vécues par les mineurs et on échappe à toute poursuite disciplinaire. Donc, vous voyez, ça a vraiment été pris en compte. C'est pas seulement le code de la déontologie médicale, mais aussi le code pénal. Et pour les violences sur les mineurs, sans vous, on ne peut pas avancer. Voilà. Merci infiniment. Là. Merci, Gilles Lazini, je suis médecin généraliste. J'aimerais vous questionner, je ne sais pas si c'était vous, j'avais entendu il y a quelques années, expliquant que
La mise en place de ces réunions pluriprofessionnelles avec les hôpitaux avait été mise en place parce qu'il y avait très très peu de signalements au niveau des hôpitaux. Et est-ce qu'en 7 ans, vous pouvez nous dire quelle augmentation il y a eu de signalements dans les hôpitaux parisiens? Alors, c'est certainement moi que vous avez entendu. Je ne peux pas vous le dire parce que tout simplement, je n'ai pas les statistiques. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que certains hôpitaux étaient... Alors, l'hôpital de Bray avait une tradition, puisqu'il y avait déjà eu en 1994, donc c'est dire si c'est ancien, une tradition qui, de temps à autre, se permettait aux médecins et au procureur de la République, donc au chef du parquet des mineurs de Paris, de se rencontrer. Et c'est ce que moi j'ai voulu étendre aux autres hôpitaux, parce qu'effectivement, quand je suis arrivé dans cette section, j'ai constaté qu'il n'y avait quasiment pas ou très peu de signalements, alors qu'on avait des hôpitaux qui sont extrêmement réputés à Paris et qui n'avaient pas, si vous voulez, une attitude qui me semblait en tout cas tout à fait étonnante par rapport au nombre de mineurs qui arrivaient dans ces hôpitaux et dans les urgences pédiatriques. Donc en fait, effectivement, on s'est réunis. Le protocole dont je vous parlais a été signé par le procureur de Paris, François Molins, le préfet de police et le directeur de la PHP, M. Hirsch. Et à partir du moment où effectivement on a mis en place ces cellules dans les deux autres hôpitaux que sont Trousseau et Necker, on a eu une augmentation importante, progressive mais importante, du nombre de signalements. Deuxième question très brève. Vous avez parlé, on estime à peu près à 200 situations repérées de bébés secoués. Hein. Est-ce que là, vous pouvez nous dire quelles sont la réalité des peines encourues? Et puis cet après-midi, on reparlera du signalement, et ça serait bien de parler d'une célèbre consoeur qui a fait plein de signalements et qui a eu d'énormément d'ennuis avec l'ordre médical, avec le Conseil de l'ordre de Paris, mais on en parlera. Alors, les peines encourues, en réalité, Madame Vernassière vous a parlé du meurtre. Moi, je n'ai jamais connu d'infraction de meurtre et de poursuite de meurtre. Elle vous a dit elle-même que c'était théorique. En fait, quand il y a un décès, en général, on utilise la qualification de violence ayant entraîné la mort. Donc, ce sont des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pour la peine de réclusion criminelle est de 15 ans. Dans le cadre de ces dossiers. Plus généralement, on utilise deux autres qualifications, l'une criminelle, quand il n'y a pas mort, bien sûr, et l'autre délictuelle. La qualification criminelle, ce sont les violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Sur mineurs de 15 ans, c'est également des peines de 15 ans de réclusion criminelle qui sont encourues. Et les peines délictuelles, ce sont des peines qui sont liées aux violences qui ont entraîné des ITT plus ou moins supérieurs à 8 jours. Non, mais la question... Oui, les peines à infliger aux auteurs, vous voulez dire? Oui, la question... À infliger, prononcer. Ah d'accord, prononcer. Alors ça dépend. C'est très difficile de vous répondre parce que chaque dossier a des particularités qui lui sont propres. On tient compte évidemment non seulement des faits, c'est-à-dire des séquelles, mais aussi on tient compte de la personnalité. Le code pénal nous y oblige de tenir compte de la personnalité de l'auteur. Donc ça va effectivement, les peines s'échelonnent de plusieurs mois, selon l'importance des violences, à effectivement des peines criminelles supérieures à 10 ans. Moi, en tout cas, c'est la réalité que j'ai pu constater. Je peux peut-être vous répondre dans la pratique, ce que j'ai pu voir. Donc, dans la pratique, moi, j'ai pu constater qu'il y avait quelque part un petit peu des tarifs au niveau des peines à infliger. Alors, on distingue le cas où il y a le secouement, juste un secouement, même si juste un secouement, c'est déjà trop, et quand il y a un secouement et d'autres violences à côté. Alors déjà, on peut voir qu'il y a une distinction des peines infligées. Sur un secouement sans autre preuve de maltraitance concomitante, on a l'habitude de voir des peines autour de 5 ans de prison. Plus, j'ai envie de vous dire, si c'est un homme qui est l'auteur des secousses, j'ai pu remarquer une plus grande sévérité envers les hommes qu'envers les femmes. Je pense que ça vient aussi un petit peu de notre conception de la femme. On la voit mal en train de vouloir du mal à un enfant.
Et j'ai pu constater qu'il y avait une bien plus grande sévérité quand on prouvait que c'était dans une atmosphère de grande violence, mais ce qui est difficile, hein, on le prouve souvent parce qu'il y a un estomac qui est éclaté, un diaphragme rompu, enfin voilà, avec d'autres éléments de violence, des fractures ou autres. On prouve en fait d'autres maltraitances à côté, et là, les peines forcément sont beaucoup plus sévères, 10 ans, 15 ans, voilà. Mais en tant qu'avocate de victime, c'est vrai qu'on a toujours un petit peu un goût amer sur les peines infligées parce qu'on les trouve pas suffisantes. Alors quand c'est devant le tribunal correctionnel, ça a tendance à être encore moins. Il y a beaucoup d'affaires qui devraient être criminelles. Peut-être. Voilà, juste pour dire que beaucoup d'affaires sont correctionnalisées, et c'est vrai qu'on a tendance à voir aussi les peines fondre avec la correctionnalisation en pratique. Alors, une dernière question avant la pause. Juste une petite question. Je suis médecin de PMI, Marie-Noël Brel. Je voulais savoir s'il y a des études qui sont faites sur les populations des parents. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'il y a des facteurs de risque chez les parents qui pourraient nous faire penser qu'il y a un risque de ça? Je pense notamment, parce qu'on en voit de plus en plus en PMI, aux grands prématurés, mais aussi jumeaux, triplés, tous ces parents qui sont mis à mal quand même pour prendre en charge leurs tout petits. Alors là, il y a encore beaucoup de choses à faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la datation clinique, on en reparlera tout à l'heure, en tout cas, permet de mieux cerner qui sont les auteurs. Donc, qui sont les auteurs? Eh bien, on peut avoir des surprises. Hein. En particulier, on voit que les assistantes maternelles sont très représentées, puis les pères, puis les mères. Hein. Donc, mais il y a encore des études à faire sur. On a beaucoup de travail encore à faire sur quels facteurs de risque. Mais il y a ces facteurs de risque qui sont quand même listés dans les recommandations. Alors, il faut les lire. Et puis, d'autre part, quelles sont les personnalités des personnes qui secouent les enfants. On est obligé de s'arrêter là parce qu'on est obligé. Donc, on reprend à moins 10, dernier délai. Bonne pause.